Bonjour. Nous allons essayer de respecter l'horaire. Et donc nous allons commencer cette table ronde organisée par Orient 21, le journal Orient 21, auquel j'ai l'honneur d'appartenir. Et puis nous allons aborder un sujet qui est très vaste, c'est l'actualité dans le Golfe. L'actualité dans le Golfe est particulièrement riche, malheureusement, je pourrais dire actuellement, tant elle est dense au niveau des guerres, des fractures, guerre en Syrie, guerre en Irak, guerre au Yémen, mais aussi de fractures qui s'accroissent de part et d'autre des rives du Golfe, notamment entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, mais également des fractures à l'intérieur des camps alliés, entre le Qatar et l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, au sein même de cet ensemble qui s'appelle le Conseil de coopération du Golfe, mais également des fractures entre les acteurs extra-régionaux qui interviennent à la périphérie et dans cette région, notamment entre les États-Unis et la Turquie, autour de la question kurde, mais aussi une sorte de fracture due à une évolution un peu forte dans, par exemple, la gouvernance et le mode de gouvernance de l'Arabie Saoudite. Et on pourrait citer également les fractures au sein des coalitions qui combattent dans un même camp, comme par exemple au Yémen, entre coalisés contre la rébellion houthiste. Parallèlement, nous assistons à la création et l'apparition de nouveaux axes et de nouveaux tandems, comme par exemple au sein même de la péninsule, ce nouveau tandem formé par l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, et aussi avec l'Égypte d'une certaine façon, au sein d'un ensemble, cette réunion des monarchies du Golfe, le Conseil de coopération du Golfe, créé en 1980, mais qui devient une enveloppe de plus en plus virtuelle. Et cet nouvel axe s'oppose à un autre axe parallèle qui pourrait être formé par le Qatar et la Turquie. De même, on assiste à un rapprochement sans précédent entre l'Arabie Saoudite et l'Israël. Et puis, nous assistons à un retour en force du tandem Arabie Saoudite-États-Unis dans la région, tandem qui s'était affaibli sous la présidence d'Obama. Autre facteur, nous assistons aussi à l'émergence de nouveaux acteurs, à leur acteur étatique, le retour de la Russie dans la région, en Syrie, mais également dans son retour de relations avec les différents États de la région, mais aussi l'émergence de plus en plus forte, déjà ancienne, mais qui ne s'est que renforcée dans ces dernières années, ce sont les groupes non étatiques, je veux parler des groupes djihadistes, comme l'État islamique ou Al-Qaïda. Pour en parler, parce que ce n'est pas moi qui fais la table ronde, nous avons trois intervenants, à ma gauche et à votre droite, Fathia Dazieni, politologue, spécialiste des monarchies de la péninsule arabique, chercheuse à l'IRSEM et enseignante à l'IEP de Lille. À mon extrême droite, Stéphane Lacroix, chercheur aux séries de Sciences Po et professeur associé à Sciences Po, et juste à ma droite, Laurent Bonnefoy, également chercheur aux séries Sciences Po. Alors, nous n'allons pas parler évidemment de tout ce qui se passe, parce que ça serait impossible et il faudrait l'après-midi au moins. Donc nous allons faire trois focus. Le premier, qui sera ouvert par ma voisine Fathia Dazieni, parlera au sein de la péninsule des recompositions dans les relations entre les différentes monarchies du Golfe, avec le facteur de celui qui dirige de facto l'Arabie Saoudite actuellement, c'est-à-dire le prince héritier Mohammed bin Salman. Après, nous ferons un focus sur la guerre au Yémen et tout ce qui s'y connecte, et ce sera fait par Laurent Bonnefoy. Et enfin, un domaine qui est souvent méconnu ou alors qui est mal décrit, avec beaucoup de raccourcis, ce sont les relations entre les États et ce qu'on appelle de façon trop générale l'islamisme, c'est-à-dire l'islam politique et le salafisme, et le poids de ces facteurs islamistes, islam politique et salafisme, dans la politique conduite par les États de la région, et ce sujet sera abordé par Stéphane Lacroix. Voilà, et sans tarder, à la fin de quart d'heure, 20 minutes pour chaque intervenant, et à la fin, je passerai la parole à la salle pour les questions, vos questions. Voilà. Je passe la parole à Fathia.
Oui, merci beaucoup Philippe. Donc, je vais avoir un peu la tâche de faire un focus donc, sur ce qui se passe au sein du Conseil de coopération du Golfe, qui réunit, comme vous le savez, les 6 monarchies de la péninsule arabique, Arabie Saoudite, Bahreïn, Oman, Qatar, Koweït et les Émirats arabes unis. Bon, ce Conseil de coopération du Golfe, qui avait pour lui d'être l'instance régionale la plus solide dans le monde arabe et la plus pérenne, a été donc créé en mai 1981 au sommet d'Abu Dhabi, à la suite des tensions croissantes dans la région et donc de la crainte que suscite bien sûr l'Iran pour ses monarchies conservatrices. Donc c'est un bloc assez effectivement plutôt compact qui considérait que la menace iranienne valait donc le coup de se réunir et d'essayer donc de construire un projet, un marché commun économique qui a plutôt bien marché en dehors de effectivement la création de cette banque centrale et de cette monnaie unique qui a achoppé d'abord parce que le sultanat d'Oman, un petit peu comme l'étaient les Britanniques, ont toujours voulu être à l'intérieur sans être complètement à l'intérieur et n'ont pas accepté le principe de cette monnaie unique, non pas pour le principe, mais parce que leur économie était pas préparée, était plus faible donc que l'Arabie Saoudite ou les pays très riches du Golfe, Qatar, Koweït et Émirats arabes unis. Et puis, les Émirats arabes unis ont également, pour des questions de jalousie, de rivalité, parce que c'est un conseil de coopération du Golfe qui s'est finalement construit par rapport à la crainte que suscite l'Iran, davantage que sur le partage des valeurs et la volonté de conduire un projet commun de politique étrangère et de défense commune, qui, comme on le voit aujourd'hui, a totalement échoué. Alors évidemment, ce conseil se crée avec la bénédiction des États-Unis, mais à l'initiative de ces pays quand même. Donc, je vais faire un passage très vite. Donc, c'est la guerre Irak-Iran qui provoque la création et bien sûr la révolution islamique iranienne, qui provoque donc ce réflexe de se solidariser et de se réunir pour se protéger et se préserver de cette menace iranienne. Menace iranienne qui est d'ailleurs pas évaluée de la même manière en fonction de ces 6 monarchies. Le sultanat d'Oman a toujours eu des relations de confiance et cordiales, que ce soit sous le Shah d'Iran ou avec l'arrivée de cette république islamique. Oman a toujours eu des relations très fortes, puisqu'ils sont redevables de l'intervention des Iraniens lors de la guerre du Dhofar, qui s'est terminée en 1975 et qui a fait que l'intervention iranienne avait été extrêmement importante pour la réunification, si vous voulez, du sultanat. Le Koweït également entretient des relations plutôt traditionnellement bonnes avec l'Iran, d'autant que, comme vous le savez, lors de la deuxième guerre du Golfe en 1990, la menace est venue du voisin arabe irakien et non pas de l'Iran. L'Iran n'a jamais eu des velléités d'ingérence ou de volonté, des appétits territoriaux comme ils l'ont eu par exemple à Bahreïn. En ce qui concerne Bahreïn et les Émirats arabes unis, les relations sont plus compliquées parce qu'il y a des différends effectivement territoriaux entre l'Iran et ces 2 monarchies. Et reste le Qatar qui a décidé de ménager son grand voisin iranien en raison du champ gazier offshore qu'il partage avec l'Iran. Et puis, bien sûr, reste l'Arabie saoudite qui est effectivement présentée et qui est le grand rival régional de l'Iran, et ce en cause les 2 projets islamiques qui s'opposent, l'un révolutionnaire, celui de l'Iran et républicain, et l'autre conservateur, sunnite, saoudien. Et bien sûr, l'Arabie étant également le gardien des lieux saints de l'islam, se veut dépasser bien sûr ces clivages
et être le grand, le pays phare en matière de guidance religieuse. Donc voilà pour un petit peu le cadre. Alors, pourquoi est-ce que l'on est dans une situation assez chaotique aujourd'hui au sein du Conseil de coopération du Golfe? Évidemment, les printemps arabes ont été un facteur de rupture, comme l'ont été les années 1979, la révolution islamique, ou 2003, l'invasion irakienne par les États-Unis pour cette région. Alors pourquoi les printemps arabes sont un facteur de rupture? Puisque ces monarchies donc conservatrices, en dépit de leurs différences, étaient toutes d'accord pour effectivement préserver leur espace, se préserver comme une citadelle un petit peu, et se préserver des révolutions environnantes. Alors, ce qui a été le coup le plus dur, ressenti comme le plus dur, a été la chute du président égyptien Moubarak. C'est là où, effectivement, l'Arabie saoudite s'est affolée et les autres monarchies étaient plutôt sur la même ligne, en dehors du Qatar, et ça on l'expliquera après. Donc c'est un facteur rupture, ce facteur révolutionnaire, puisqu'il atteint Bahreïn. Il y a un soulèvement populaire extrêmement important à Bahreïn dès février 2011. Et sous l'étiquette du CCG, l'Arabie saoudite et Abu Dhabi vont intervenir à la demande du roi de Bahreïn, au Bahreïn, pour aider la dynastie sunnite al-Khalifa à mater ce soulèvement populaire fortement dominé par la communauté chiite, puisqu'elle est de toute façon très majoritaire à Bahreïn. Mais ce n'était pas au départ un soulèvement sectaire, chiite. C'était effectivement la communauté chiite dénonçait la ségrégation dont elle était victime, etc. Mais beaucoup de leaders sunnites, de progressistes sunnites, se sont associés à ce soulèvement et ont réclamé une nouvelle constitution, etc. Donc voilà. Il y a également le Yémen, mais ça, Laurent consacrera son intervention là-dessus. Il y a une révolution au Yémen, etc. Le CCG, là, va intervenir d'une autre façon. Ils vont intervenir par le biais diplomatique avec cette initiative du Conseil de coopération du Golfe pour essayer de trouver une solution à la crise et au départ donc, du président Ali Abdallah Saleh. Donc voilà pour un petit peu le décor. Alors, le Qatar ne s'est jamais réellement prononcé sur les événements à Bahreïn et s'est associé, lorsque la coalition menée par l'Arabie saoudite a déclenché la guerre au Yémen le 26 mars 2015, à cette coalition. Donc le Qatar a participé, ils ont envoyé 1000 soldats, ce qui n'est pas rien pour un tout petit pays qui n'a pratiquement pas d'armée. Donc les Qataris étaient quand même sur la même ligne que l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, tant qu'il s'agissait de la péninsule arabique. Alors évidemment, sur la Syrie, sur les événements en Égypte, en Tunisie, etc., les Qataris ont pris très vite le parti de soutenir notamment les partis qui ont remporté un petit peu, si vous voulez, qui ont pris l'ascendant, et il s'avère que c'était des partis islamistes, enfin proches du courant des frères musulmans. Et c'est ça aussi le facteur rupture qui intervient dans la fâcherie entre les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et le Qatar. Et cela débute dès 2013, et une crise diplomatique va être déclenchée d'ailleurs en mars 2014, où Riyad, les Émirats et Bahreïn rappellent leur ambassadeur du Qatar en raison des positions qataries très pro Morsi et frères musulmans, etc. Parce que à cette période, Morsi est donc comment dire,
démis, défait, renversé, donc par Al-Sisi, qui est le grand allié des Émiratis et des Saoudiens, alors que le Qatar fait et cause pour les frères musulmans qui avaient remporté de manière tout à fait transparente et démocratique les élections. Donc voilà pour le facteur rupture. Il y a eu, en plus de cela, comme vous le savez, le 5 juin 2017, cette crise spectaculaire avec le Qatar, où un boycott, parce qu'il ne faut pas dire blocus, j'ai appris ça il y a quelques jours, un boycott a été décrété contre le Qatar par l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Bahreïn et l'Égypte, pour justement sanctionner le Qatar. Alors, des tas d'accusations sont portées contre le Qatar, soutien, financement à des groupes terroristes, collusion avec l'Iran, mais en fait, c'est clairement la position singulière du Qatar concernant leur soutien aux frères musulmans qui est en cause, et également, bien sûr, des rivalités personnelles entre ces dynasties, puisque la diplomatie qatari fait l'objet, depuis 1996, à savoir avec l'arrivée de Cheikh Hamad, le père de l'émir actuel Tamim, qui, avec son acolyte Hamad Ben Jassem, ont mis en place une politique étrangère très trublionne, très indépendante, avec son outil médiatique essentiel, qui était Al Jazeera. Donc, depuis ces 20 années, il y a toujours eu des tensions, mais la plupart des États arabes, d'ailleurs, avaient des relations assez tendues avec les Qataris sur ce point. Mais là, cette crise est spectaculaire parce qu'elle ne ressemble à aucune autre. Non pas que le CCG était un havre de paix où on ne se disputait jamais. Non, il y a toujours eu des rivalités, mais ces rivalités ont toujours été réglées en interne, à l'abri des médias et du public. Là, ce qui change, et c'est là où le nouveau leadership, une nouvelle génération de leadership s'annonce et est en rupture totale avec les anciens, qu'on a encore aujourd'hui, en la personne de l'émir du Koweït, qui est le doyen du Conseil de coopération du Golfe, ou même du sultan Qaboos, voire même du roi Salman, qui laisse aujourd'hui visiblement son jeune fils Mohammed Ben Salman occuper toute la place et toutes les décisions. Donc on a un nouveau leadership régional conduit non pas par Mohammed bin Salman, mais par Mohammed bin Zayed Al Nahyan, le prince héritier d'Abu Dhabi, qui a environ 57 ans, qui est à l'origine, si vous voulez, de la création de cette armée suréquipée, ultra sophistiquée, que le général Matisse a baptisé la Sparte, la petite Sparte. Et on le voit, les Émirats ont à cœur de montrer à quel point leur petite armée est efficace sur le terrain yéménite, et ce, contrastant avec le bilan terrible de l'armée impréparée saoudienne. Donc vous avez ce Mohammed bin Zayed qui est donc ce leader, un petit peu ce faucon, ce dur de dur, hein, qui veut visiblement maintenant évidemment accompagné de l'Arabie Saoudite, parce que les Émirats Arabes Unis seuls ne peuvent pas être ce pays phare. Ils ont besoin bien sûr de s'allier à l'Arabie Saoudite, et donc on a un axe dur aujourd'hui dans la région qui est Riyad-Abu Dhabi, parce que quand on parle des Émirats Arabes Unis, il faut bien dire que c'est Abu Dhabi qui mène la danse, c'est la capitale politique, Dubaï n'ayant plus trop son mot à dire, et d'après ce que je sais, les tensions sont très fortes entre Dubaï et Abu Dhabi, parce que Dubaï a fait un autre choix, une autre vision du monde, qui est du soft power, qui est commercer, avoir des relations de business avec l'Iran apaisées, etc. Alors que le cousin d'Abu Dhabi, lui, est pour un conseil de coopération du Golfe extrêmement fort, avec des positions
très dur, notamment vis-à-vis des frères musulmans, dont il est totalement obsédé par la menace des frères musulmans. J'ai personnellement jamais compris pourquoi. Peut-être que Stéphane nous aidera à nous expliquer cela. Mais il y a une obsession totale par rapport à cela. Et puis également, Abu Dhabi ne partage pas du tout la vision de Dubaï sur un environnement apaisé avec l'Iran. Puisque Abu Dhabi, comme Riyad, et c'est ce qui fait qu'ils sont de plus en plus, ils partagent de plus en plus des convergences de vues avec Israël, souhaitent un petit peu ostraciser l'Iran, sachant que c'est le pays effectivement qui a les institutions les plus solides et qui a, malgré sa politique régionale effectivement assez expansionniste, on le voit en Irak, Syrie, Liban, un petit peu au Yémen également, c'est quand même le pays qui a le plus de constance et de cohérence dans sa vision régionale, contrairement à ce qu'on voit dans le Golfe, où on voit un conseil de coopération régionale du Golfe, qui normalement a tout pour s'entendre et qui est totalement divisé à tel point que le CCG n'est plus que l'ombre du CCG, n'existe plus vraiment, n'existe, oui, que par encore formellement son titre, mais les tensions, les ruptures de confiance entre les dynasties sont telles que jamais plus on aura un conseil de coopération du Golfe qui avait quand même une certaine, une certaine influence dans le monde arabe, par ses investissements et puis par sa voix qu'il portait quand même. Aujourd'hui, c'est donc terminé. On est avec toutes les crises environnantes dans un espace qui a été caractérisé par sa stabilité et qui aujourd'hui est plein d'incertitudes. Alors, j'ai pas parlé beaucoup de l'Arabie Saoudite parce que ces derniers temps, j'en parle beaucoup, c'est vrai. Mais l'Arabie Saoudite, avec ce jeune prince, Mohammed bin Salman, qui a donc été totalement propulsé par son père, le roi Salman. Je vous renvoie à diverses publications pour cela. Aujourd'hui, est en train de transformer aussi le cours de cette monarchie qui était une monarchie dynastique comme toutes les autres, où le poids de la famille comptait beaucoup, puisque le pouvoir était horizontal et les princes se partageaient le pouvoir. Aujourd'hui, il détient tous les pouvoirs et c'est inédit dans l'histoire récente du royaume d'Arabie Saoudite. Et ça interroge parce que cette verticalité, ce pouvoir que je définis de plus en plus comme sultanique, où ce prince a la volonté de créer une nouvelle nation basée sur la diversification de l'économie du pays, et sur d'autres repères que le seul repère islamique, pose question, parce que c'est vrai que s'il a une certaine vision et puis avec un certain nombre d'idées qui vont dans le bon sens, le fait de vouloir faire en sorte que l'Arabie ne dépende plus uniquement des ressources pétrolières, c'est effectivement, ça tombe sous le sens, parce que au rythme où les Saoudiens consomment leur énergie, ils ne seront plus capables d'exporter du pétrole d'ici 2040. Donc tout ce qu'il dit en termes de vision 2030, même s'il y a beaucoup de propagande, vous avez entendu parler de ces projets absolument mérifiques, NEOM, etc. Il y a quand même, quand on regarde de près cette vision 2030, des choses extrêmement intéressantes. Il a mis en place une politique fiscale qui est quelque chose d'incroyable pour des Saoudiens qui n'ont jamais rien payé de leur vie. Ils sont aujourd'hui assujettis à la TVA, ils doivent payer leurs factures d'électricité et d'eau. Ça paraît ridicule ce que je dis, mais c'est quand même assez révolutionnaire ce qui se passe. Donc, sur le plan intérieur, il y a une dynamique intéressante, mais qui est difficile parce qu'il s'attaque à des réformes structurelles que personne n'a jamais essayé de faire jusqu'à présent, et dans un contexte économique extrêmement compliqué, où il y a des mesures d'austérité difficiles. Idéalement, ce type de pays rentier doit faire ses réformes en période d'abondance, mais ça n'a jamais été le cas nulle part, que ce soit au Venezuela, en Algérie ou ailleurs. C'est à chaque fois qu'il y a une période d'austérité qu'on se rend compte que et on doit changer de mode de vie. Et puis à côté de ça, il y a cette politique régionale totalement confuse, chaotique, qui, comme je le disais tout à l'heure, semble surtout aujourd'hui
suiviste par rapport au choix que fait aujourd'hui le nouvel homme fort de la région, Mohammed Ben Zayed. On le voit sur le théâtre yéménite, les contradictions, les conflits d'intérêts entre les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite sont nombreux, même si effectivement tout sera fait pour maintenir quand même les convergences de vues, parce que cet axe apparaît aujourd'hui l'axe fort de cette région, mais ça n'est pas sans contradiction et sans conflit d'intérêts. Donc voilà un petit peu pour cette photographie un peu généraliste. J'ai pas évoqué de manière assez approfondie ce qui s'est passé en Arabie Saoudite, mais on pourra y revenir dans vos questions. Merci. Merci Fathia pour cette courte présentation, mais qui j'espère, fera soulever beaucoup de questions à la fin, et qui d'ailleurs introduit certains ponts déjà avec les interventions suivantes. En particulier, la première, ça va être avec Laurent à propos du Yémen, de ce qui s'y passe, de l'intervention saoudienne, l'intervention de cette coalition dirigée par l'Arabie Saoudite et décidée par l'Arabie Saoudite. Voilà, et pour donner un peu les tenants, les aboutissants et les conséquences, et avec les derniers événements qui se sont passés ces derniers jours. Merci. Alors, à toi, Laurent. Merci à vous d'être venus nombreux. Merci aussi à Fathia d'avoir donné on va dire l'arrière-plan pour comprendre un petit peu ce que je vais tenter de vous présenter sur, d'une certaine manière, les impasses du conflit yéménite. Le conflit yéménite est à comprendre avant tout comme étant un conflit entre élites, entre les élites locales, qui a fait suite à ce qu'on avait appelé le printemps yéménite de 2011, au cours duquel un soulèvement populaire qui était pacifique a réussi à dégager du pouvoir un président qui exerçait sur le trône depuis 1978, donc pendant plus de 33 ans, et qui avait donc structuré très largement l'État autour de ses propres intérêts. Et arrivé ce soulèvement qui l'a poussé vers la sortie, et ça a produit une transition qui a échoué d'une certaine manière progressivement, en dépit de sa dimension tout à fait enthousiasmante initialement, qui a échoué essentiellement donc du fait des rivalités entre les puissances intérieures, les différentes composantes du paysage politique yéménite. Et ces rivalités-là ont été directement réappropriées par les acteurs régionaux dont a parlé Fathia. Et c'est cette réappropriation qui aujourd'hui pose réellement problème, tout simplement parce qu'elle a généré, particulièrement du côté des acteurs dits de la coalition emmenée par l'Arabie Saoudite, eh bien une politique qui est extrêmement brouillonne et qui est extrêmement coûteuse pour les Yéménites et potentiellement aussi à l'échelle de la région, voire du monde. Donc les Saoudiens ont décidé d'intervenir au Yémen en mars 2015, dans un contexte qui était bien particulier, qui était celui de l'accession finalement au pouvoir d'un nouveau leadership en Arabie Saoudite, marqué par le roi Salman, qui arrive au pouvoir suite au décès de son demi-frère en janvier 2015, et qui va nommer son fils Mohammed Ben Salman comme prince responsable du dossier de la défense, donc ministre. Et dans ce contexte-là, Mohammed Ben Salman va tenter de se légitimer d'une certaine manière en intervenant militairement au Yémen et en orchestrant, en construisant une forme de légitimité à cette intervention à travers la demande qui est faite par le président Hadi yéménite qui a remplacé Ali Abdallah Saleh à une intervention pour faire face à ce qu'on appelle la rébellion Houthi,
les Houthis étant originaires de l'extrême nord du pays, non loin de la frontière, dans une zone qui est peuplée par la minorité qu'on appelle la minorité zaïdite, le zaïdisme étant une branche spécifique et donc distincte du chiisme. Donc distincte du chiisme duodécimain qu'on trouve en Iran. Et les Saoudiens vont donner comme objectif principal à leur coalition le rétablissement du pouvoir de Hadi face à la prise de contrôle par la rébellion Houthi. Et puis ils vont dans le même temps donner un second objectif qui est de saper la capacité de mobilisation ou bien la capacité d'ingérence de l'Iran par le biais des Houthis. Et donc ça, c'était il y a bientôt 3 ans, le 26 mars 2015, dans une offensive qui a surpris, je pense, assez généralement. J'en veux pour preuve le fait qu'un certain nombre de fonctionnaires internationaux, notamment de l'ONU, étaient toujours sur place quand l'aéroport a été bombardé. Et donc ces fonctionnaires-là ont été bloqués au Yémen, ce qui constitue dans les annales, je pense, de la guerre moderne, quelque chose d'assez surprenant et qui a signalé une forme d'impréparation ou de brutalité. Donc depuis 3 ans, on a un conflit qui est extrêmement coûteux pour les Yéménites, avec une crise qui est généralement qualifiée comme étant la plus importante dans le monde actuel, ou au moins celle qui a le plus grand potentiel je ne sais pas si on doit dire de dérapage, mais de générer une véritable crise, des morts. On a symboliquement le chiffre de 1 million de personnes qui ont été touchées par une épidémie de choléra qui a débuté en avril 2017. Et puis d'autres chiffres qui circulent, par exemple sur les 70% des 30 millions d'habitants qui ont un besoin urgent d'aide humanitaire, ce qui pourrait produire une famine. Au-delà de ces considérations, on va dire, morales et humanitaires, eh bien, il y a un certain nombre de raisons de s'inquiéter de ce qui se produit au Yémen, tout simplement parce qu'on a véritablement un enlisement sur le plan militaire qui produit une fragmentation extrêmement importante des camps. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une logique binaire qui ferait ou qui verrait s'opposer d'un côté le gouvernement légitime soutenu par l'Arabie Saoudite face à une rébellion soutenue par l'Iran, mais qu'on est face à une multitude de fronts, une multitude de mouvements qui eux-mêmes ne s'accordent pas entre eux et qui du fait de la guerre, d'une certaine manière, s'ancre de plus en plus dans le paysage, ce qui génère une interprétation évidemment pessimiste de ce qui va se produire, car quand bien même on considérerait aujourd'hui que la priorité, et y compris la priorité de la diplomatie ou bien des commentaires qu'on pourrait faire sur la guerre, nous amènerait à plaider pour la fin de l'intervention saoudienne, eh bien, on aurait encore une situation extrêmement complexe et puis potentiellement violente. Même si, évidemment, aujourd'hui, le principal acteur qui doit être blâmé, qui doit être critiqué pour la situation, c'est bien la coalition, tout simplement parce qu'elle produit là, pour le coup, un véritable blocus, limitant toutes les entrées et sorties. Il y a des pressions, des appels qui ont été formulés par la diplomatie française, aussi par les États-Unis, face à une situation qui a réellement le potentiel de générer une crise humanitaire très, très, très importante. Mais il se trouve que ces appels-là sont pour partie insatisfaisants, tout simplement parce qu'ils n'appellent pas réellement, ils ne mettent pas la pression réellement sur l'Arabie Saoudite, sur les Émirats Arabes Unis, pour amener finalement un arrêt des hostilités et puis la reconnaissance de l'impasse que constitue la solution ou l'option militaire. Pourquoi ? Parce que tout simplement il y a un certain nombre d'intérêts qui sont entretenus par les différents États occidentaux, qui sont des intérêts liés au contrat d'armement passé avec l'Arabie Saoudite, passé avec les Émirats Arabes Unis, qui produisent une forme de collusion qui est extrêmement problématique, non seulement pour les Yéménites eux-mêmes, mais
potentiellement aussi à plus long terme, quand on intègre le fait que ce conflit-là risque bien d'être extrêmement coûteux, je l'ai dit pour les Yéménites eux-mêmes, mais potentiellement à plus long terme et au-delà du territoire yéménite, parce que l'effondrement d'une société comme le Yémen, eh bien, a des implications plus larges. J'en considère deux. La première implication, c'est celle qui serait liée à une crise des réfugiés. Alors certes, la position géographique que vous voyez du Yémen limite dans une certaine mesure les capacités de fuir et impose finalement une traversée du détroit vers Djibouti qui est souvent périlleuse. Pendant toutes les années 2000, il y avait des Somaliens et puis des Éthiopiens qui traversaient dans un sens. Aujourd'hui, ça se produit dans l'autre sens et les Yéménites s'intègrent de plus en plus dans les réseaux qui débouchent vers la Libye. J'ai vu cette semaine une vidéo d'un groupe d'une quinzaine de Yéménites qui étaient en Libye et qui expliquaient un petit peu leurs propres conditions. Et toute cette situation a toutes les raisons aujourd'hui de se multiplier et les flux de s'intégrer. Par ailleurs, il est entendu que l'essentiel des flux n'a pas de raison de se diriger vers l'Europe et que le coût sera payé d'une certaine manière par les pays arabes. On estime qu'il y a 3 millions de Yéménites, soit 10% de la population qui est aujourd'hui déplacée, dont environ 400 000 qui ont fui le pays. C'est à la fois peu et beaucoup, mais ça montre qu'il y a là manifestement une question, et je pense que, y compris parmi nos dirigeants qui seraient extrêmement cyniques et qui diraient ah bah oui, le Yémen finalement on s'en fiche parce que ce qui compte c'est les contrats d'armement, eh bien il y a malgré tout une question. Et puis le second niveau qui devrait ou générer peut-être une meilleure prise en compte des limites de l'appréhension du dossier yéménite par les monarchies du Golfe, c'est la question qu'on qualifie de djihadiste. Simplement, il est entendu que l'effondrement de la société yéménite, la lecture qui est pour partie confessionnelle de la rivalité inter-yéménite avec les Houthis qui sont renvoyés à leur identité chiite, la mobilisation d'un certain nombre d'acteurs islamistes salafis, notamment des milices dans la région de Taïz, que vous voyez qui est dans le coin sud-ouest du Yémen, eh bien, pose un certain nombre de questions, notamment quand on se rappelle, par exemple, que c'est au Yémen que, c'est la branche yéménite d'Al-Qaïda qui a revendiqué l'attentat contre Charlie Hebdo. Et l'ensemble des dynamiques de conflit, eh bien, d'une certaine manière, ancre très directement la légitimité des groupes comme Al-Qaïda dans la péninsule arabique. Et ça, je dois dire que même si on considère à raison que ça ne doit pas être la grille de lecture principale de notre diplomatie, c'est pourtant ce qui est affirmé par Emmanuel Macron et Jean-Yves Le Drian quand ils expliquent que la priorité de la diplomatie française c'est la lutte contre le djihadisme, qu'on soit d'accord ou pas, eh bien ça constitue malgré tout un argument pour leur dire mais alors qu'est-ce que vous faites quand vous savez qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui sont soutenus directement par l'Arabie Saoudite et par les Émirats qui s'intègrent très directement dans une grille de lecture ou dans une vision du monde qui est en proximité immédiate des groupes djihadistes. Et donc cette question doit nous amener à bien intégrer le fait que le Yémen ou la crise yéménite ne doit pas seulement être abordée à travers le prisme local, à travers le prisme yéménite, mais plus largement à travers le prisme régional, voire international. Merci Laurent. Je vais tout de suite, avant de passer la parole à Stéphane, je vais tout de suite te poser une question à laquelle je vais te demander de répondre rapidement, parce que j'attendais que tu en parles. On dit souvent, et c'est un peu, alors est-ce vraiment de la propagande saoudienne, que finalement les rebelles houthistes sont des agents par procuration de l'Iran. Voilà. Alors cet aspect qui dit que finalement cette guerre, c'est une guerre par procuration entre l'Arabie Saoudite et l'Iran au Yémen, quelle est la réalité ?
Alors, il est vrai que la grille de lecture qui a été d'une certaine manière imposée, la réappropriation, je l'ai dit, des rivalités internes par l'agenda régional, eh bien, a eu un effet, comme on dit, performatif. C'est-à-dire que ça s'est d'une certaine manière imposé, où c'est devenu une prophétie autoréalisatrice. Malgré tout, et en dépit d'une implication iranienne qui est de plus en plus substantialisée aux côtés des Houthis, notamment à travers l'usage de missiles, l'importation de missiles. Maintenant, on ne sait pas quand ils sont arrivés, mais en tout cas, il devient de plus en plus probant que ce sont des missiles iraniens et qu'il y a donc une aide. Mais malgré tout, ça ne signifie pas qu'il faudrait considérer qu'il y aurait une forme de symétrie entre, d'un côté, l'intervention saoudienne et puis de l'autre, une intervention iranienne. Il y a des deux côtés, je dirais, quelque chose, une forme d'ingérence qui est, on peut dire, disruptive, qui est négative, problématique, mais on a malgré tout d'un côté l'Arabie Saoudite qui bombarde, d'un côté l'Arabie Saoudite qui gère, je dirais, à la petite semaine un dossier qui est extrêmement lourd, et peut-être qu'on parlera de la question du Sud et des tensions dont a parlé Fathia au sujet des provinces du Sud, où l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis ne semblent pas du tout avoir les mêmes objectifs. Et puis de l'autre, donc l'Iran qui intervient, je l'ai dit, de façon disruptive, de façon négative, mais qui finalement intervient de façon bien plus légère et n'a de toute évidence pas considéré que le dossier yéménite, que cette question-là était structurante ou bien vitale pour elle, alors même que les Saoudiens sont engagés dans une guerre qui aujourd'hui apparaît comme un échec à plein de points de vue, mais d'une certaine manière s'entête à maintenir une forme de politique qui est une politique qui malgré tout est perdante pour les Yéménites, mais sans doute pour eux-mêmes, parce que ce dossier yéménite, eh bien, est extrêmement coûteux aussi pour les Saoudiens. Il est coûteux en termes économiques. On n'a pas de chiffres qui sont extrêmement précis, mais il y a des estimations qui oscillent entre 10 milliards et 70 milliards par an, ce qui est malgré tout assez significatif. Je ne sais pas ce que ça vaut, mais dans une situation de pénurie économique, et alors que l'Arabie Saoudite souhaite d'une certaine manière diversifier son économie, c'est pas quelque chose qui apparaît comme étant extrêmement intéressant, d'autant plus que l'armement, d'une certaine manière, finit soit dans la poche des princes, avec des commissions, rétrocommissions, soit dans la poche des entreprises d'armement européennes, américaines ou autres. Et donc, en termes de diversification de l'économie, on a fait mieux, et je pense que le pari de dire, bah oui, il faudrait soutenir le Yémen, qui est un pari qui est assez similaire à celui que, par exemple, les États de l'Europe de l'Ouest ont fait pour l'Europe de l'Est, eh bien, pourrait être mené par l'Arabie Saoudite de façon bien plus clairvoyante, en considérant que le Yémen, c'est un marché, c'est également un partenaire économique qu'on peut chercher à développer plutôt que de l'écraser. Et puis, c'est coûteux pour l'Arabie Saoudite. Oui, c'est coûteux. Je te passerai mon tour après. C'est coûteux pour l'Arabie Saoudite aussi parce que ça affecte très directement son image. On a de nombreuses images, de nombreux discours qui évoquent la guerre yéménite en se concentrant sur la question humanitaire, en négligeant totalement le fait que les Houthis eux-mêmes, eh bien, agissent en contradiction avec le droit international et le droit humanitaire et le droit de la guerre, mais cette image-là de l'Arabie Saoudite en tant que pays, un des plus riches du monde qui bombarde un des pays les plus pauvres, est extrêmement problématique aussi pour les Saoudiens. Merci Laurent. Stéphane. C'est toi qui m'as relancé. Oui, mais j'ai relancé 2 minutes, pas 6. Mais c'est vrai, il faut appuyer sur un bouton Yémen avec Laurent. Bon. Laurent. Stéphane. Alors, j'ai donné le sujet que tu vas aborder, mais auparavant, parce que quand on dit islam politique, frères musulmans, salafisme, même si c'est clair pour certains, pour d'autres, il y a d'immenses confusions et incapacité de distinction, surtout quand on entend le discours qu'on entend dans les médias français, dans la bouche de certains hommes politiques aussi, qui mettent un peu tout dans un même panier, alors qu'il y a des différences fondamentales et qui même nous concernent. Voilà. Si tu pouvais juste en début, mais alors je sais que c'est difficile, faire quelle est la différence fondamentale qu'il y a entre l'islam politique
que représentent en particulier les frères musulmans et le salafisme, pour après parler du rôle, du poids de ces facteurs dans la politique des États de la région. Très bien. Merci Philippe. Je vais le faire dans 1 minute. Donc moi, ce dont je vais parler dans cette intervention, c'est du deuxième grand sujet qui divise les pays du Golfe. Le premier, donc, c'est la question de l'Iran, ça a été abordé. On a vu comment ça se traduit au Yémen. Donc la question de l'Iran est la première grande ligne de faille. La deuxième, c'est la question de l'islam politique, qui est le deuxième grand sujet de discorde. Alors, l'islam politique, qu'est-ce qu'on entend par là ? Dans le cadre du Golfe et tel qu'il se manifeste, on va dire, dans le sujet, l'islam politique, c'est toute forme de mobilisation politique au nom de l'islam, avec des variantes qui peuvent aller du plus radical au plus modéré, entre guillemets. Donc l'islam politique, c'est tout le spectre qui va de l'activisme pacifique au nom de principes tirés de l'islam, mais qui peuvent, dans un certain nombre de cas, se traduire par une demande de démocratie et pour la défense des droits de l'homme. Il y a un certain nombre de gens qui s'inscrivent dans ce cadre-là dans le Golfe. Et puis, ça peut aller à l'autre extrême jusqu'à des tendances beaucoup plus intransigeantes, avec une conception beaucoup plus dogmatique du religieux, etc. Donc on a un spectre qui est effectivement très très large, mais c'est toute cette catégorie islam politique qui, dans le Golfe, en fait, puise à 2 grandes sources. D'abord, ce sont les frères musulmans, on va y revenir, qui étaient l'inspirateur de l'islam politique, pas seulement à l'échelle du Golfe, mais à l'échelle de toute la région. Mais dans le Golfe, l'islam, la doctrine des frères musulmans s'est souvent mêlée à des influences issues du salafisme. Donc on a un certain nombre de courants qui sont quelque part à la rencontre, c'est-à-dire qui empruntent le langage politique des frères musulmans, mais qui quelquefois se réclament aussi de l'intransigeance religieuse des salafistes. Donc ça, on va plutôt les trouver à la droite du spectre. Et puis vous avez des acteurs, au contraire, qui sont plutôt on va dire des islamo-démocrates qui se sont plutôt mobilisés ces dernières années, on va y revenir après les printemps arabes, pour demander une monarchie constitutionnelle en Arabie Saoudite, pour demander plus de démocratie, pour demander la libération des prisonniers politiques. Donc on a tout un spectre qui est très large, ce qui est aussi lié au fait qu'on est dans une partie du monde, et en particulier dans la péninsule arabique, où le religieux imprègne le social, et donc l'essentiel de l'activisme politique, il se fait quand même au nom du religieux, parce que les deux, dans les sociétés où la religiosité est extrêmement forte, il est très difficile d'imaginer qu'on puisse séparer les deux. Il y a eu en Arabie Saoudite un parti communiste dans les années 70 et 80, ils étaient une centaine, et vous imaginez qu'effectivement ils n'ont pas eu beaucoup de succès. Donc c'était souvent des mouvements qui se réclamaient d'une rhétorique entre guillemets religieuse, donc islamistes au sens très large, qui étaient ceux qui mobilisaient le plus. Donc on a tout ce spectre, là encore, qui va du centre à l'extrême droite, si vous voulez, c'est ça, cet islam politique. Le salafisme, dans sa version classique, dans sa version orthodoxe, ne fait pas partie, en ce sens-là, de l'islam politique. En Arabie Saoudite, le salafisme orthodoxe classique, c'est le clergé officiel qui est l'allié du pouvoir et qui, précisément, s'interdit de parler politique. Donc, le salafisme, dans sa version la plus traditionnelle, la plus classique, il est le soutien du pouvoir en place. Alors évidemment, il obtient des choses en échange. En Arabie Saoudite, il obtenait le contrôle de la société et l'imposition à la société d'une règle religieuse extrêmement stricte, mais en échange de quoi il ne se mêlait pas de politique. Donc dans ce sens-là, si vous voulez, le salafisme dans sa version classique ne fait pas partie de l'islam politique. Par contre, au sein de l'islam politique, vous avez des courants qui s'inspirent de certains principes religieux du salafisme, mais qui en fait des principes politiques. Et là encore, pour revenir à ce qu'est l'islam politique, ce qui le distingue, c'est que les islamistes font de la politique. Enfin, c'est vraiment ça, là, pour peut-être un peu tautologique, mais c'est vraiment ça qui en fait un mouvement à part. Donc cette question de l'islam politique, elle est devenue un des sujets de discorde aujourd'hui. En fait, c'est assez ancien. Ça date pas d'hier que cette discorde au sujet de l'islam politique. Le Golfe entretient des relations avec les acteurs de l'islam politique depuis très longtemps. Depuis la période de la guerre froide arabe qui a opposé Nasser en Égypte et les nationalistes arabes aux monarchies du Golfe, qui avaient été les 2 grands pôles dans la guerre froide, Nasser étant l'allié des soviétiques et se réclamait de ce qu'on appelait à l'époque le progressisme arabe, le nationalisme arabe. Donc d'un côté, puis les monarchies du Golfe
qui était pro-américaine et qui justement faisait du containment face à l'influence des nassériens et des nationalistes arabes, entre guillemets, pro-soviétiques. Dans cette lutte qui commence dans les années 50 et 60, les islamistes, qui étaient les opposants de Nasser et des régimes nationalistes arabes, avaient fait alliance avec les monarchies du Golfe. Et ils avaient fait alliance, donc je parle des frères musulmans en particulier, qui sont le premier mouvement à l'époque, hein, en Égypte, en Syrie. Les frères musulmans, c'est le gros mouvement islamiste, c'est l'essentiel de l'opposition. Et donc les frères musulmans, à l'époque, trouvent refuge dans toutes les monarchies du Golfe, qui leur donnent l'asile. On va les trouver en Arabie Saoudite en masse, mais on va aussi les trouver au Qatar, aux Émirats Arabes Unis, au Koweït. Hein. On va les voir s'installer massivement dans les pays du Golfe, avec cette idée que d'une certaine manière, les monarchies du Golfe sont conservatrices, les frères musulmans sont conservateurs, donc on va s'entendre, et puis on a les mêmes ennemis. Nos ennemis, c'est Nasser, c'est les régimes bassistes, etc. Donc il va y avoir une période d'une trentaine d'années où tous ces mouvements de l'islam politique et les monarchies du Golfe entretiennent des liens extrêmement forts. Toute la période nassérienne, et puis jusqu'à la fin des régimes nationalistes arabes. Ensuite, il y a toute l'aventure afghane dans les années 80, hein, où, là encore, les mouvements de l'islam politique, qui ont donc une base forte dans le Golfe, et les régimes du Golfe ont les mêmes ennemis, l'Union soviétique, qui soutiennent le même camp en Afghanistan. Et c'est à partir des années 90 que les relations vont se compliquer. Il y a un épisode qui est extrêmement important pour comprendre comment l'islamisme est devenu une pomme de discorde dans le Golfe, qui est cet épisode du début des années 90 en Arabie Saoudite, où vous avez pendant quelques années un épisode de contestation islamiste extrêmement forte, qui fait suite à la guerre du Golfe. Hein. Donc la guerre du Golfe, l'invasion du Koweït par Saddam Hussein, l'appel aux troupes américaines par le roi Fahad d'Arabie Saoudite en août 90. Et là, brusquement, vous voyez jaillir en Arabie Saoudite une contestation islamiste qui vient essentiellement d'acteurs qui ont été socialisés dans cette logique de l'islam politique sous l'influence des frères musulmans en Arabie Saoudite, qui sont d'ailleurs pour beaucoup des Saoudiens, ce ne sont plus des étrangers, ce sont des Saoudiens, mais qui ont d'une certaine manière été les réceptacles de cette influence de l'islam politique, et qui considèrent que le fait de faire appel à des troupes américaines pour protéger le territoire des deux lieux saints, c'est parfaitement interdit religieusement, et ça va contre tous les principes que l'Arabie Saoudite est censée défendre. Et donc pendant quelques années, vous avez une contestation extrêmement forte en Arabie Saoudite, avec un mouvement extrêmement puissant qui s'est développé précisément pendant ces 30 années où l'islam politique et l'Arabie Saoudite entretenaient des liens extrêmement forts. Et donc il y a toute cette contestation. On la connaît surtout, cette contestation, par celui qui va s'en réclamer ensuite, qui est Oussama Ben Laden. Oussama Ben Laden, en fait, il n'est pas en Arabie Saoudite à l'époque, il ne participe pas à la contestation, il est à l'étranger, mais c'est à partir de cette contestation qu'il va justifier son passage à la violence. En disant, pendant ces années de contestation en Arabie Saoudite, ils ont essayé de changer le système par des manifestations, par des pétitions, par des mobilisations, mais ils n'y ont pas réussi. Donc Ben Laden dira, donc la violence est légitime puisque ce régime n'est pas prêt à entendre la méthode pacifique. Donc Ben Laden va se réclamer de cette contestation, mais cette contestation en soi, elle va être un défi comme l'Arabie Saoudite n'en a jamais connu. C'est-à-dire vous avez des prêches anti-famille royale avec des dizaines de milliers de personnes qui sont en train de pester contre cette famille royale qu'ils considèrent corrompue, vendue aux Américains, etc. Donc ce mouvement de contestation, alors il a différentes expressions, certaines sont plus modérées, d'autres sont plus radicales. Là encore, on retrouve toute la diversité finalement de l'islam politique dans cette première contestation. Mais c'est vraiment un traumatisme, pas seulement pour l'Arabie Saoudite, mais pour toutes les monarchies du Golfe. Parce que jusque-là, les monarchies du Golfe considéraient les frères musulmans et les acteurs de l'islam politique comme des alliés naturels, et brusquement, elles se rendent compte qu'en fait, ils peuvent devenir des ennemis. Et qu'elles-mêmes, alors qu'elles se réclament de l'islam, elles peuvent être contestées par des acteurs qui se réclament aussi de l'islam. Les Saoudiens considéraient que l'islam c'était eux. Ils n'imaginaient pas qu'un jour des gens se réclamant de l'islam allaient précisément leur demander des comptes. Et donc c'est vraiment le moment de rupture. Cette rupture, paradoxalement, le pays qui va en tirer les leçons les plus radicales, c'est pas l'Arabie Saoudite, c'est les Émirats Arabes Unis, qui d'une certaine manière a subi exactement les mêmes influences que l'Arabie Saoudite. Les frères musulmans sont venus massivement dans les années 60, 70, 80. Tout le système éducatif émirien, comme le système éducatif saoudien, est vraiment une création des frères musulmans. Et dans les années 90, la leçon que tirent les Émirats Arabes Unis, c'est que les islamistes sont un problème pour nous. Et que c'est une sorte de loup qui sommeille, qui n'attend que de se réveiller, et qui a une base populaire extrêmement forte, et donc qui nous menace à terme. Donc, c'est le calcul que vont faire les Émiriens, et dès la fin des années 90, le début des années 2000, on va voir les Émiriens prendre des mesures
pour faire mettre sous pression un certain nombre d'associations qui se sont créées aux Émirats à la grande période de l'islam politique. Il y a des premières arrestations d'islamistes, souvent d'ailleurs des islamistes pas violents, hein, pas des djihadistes, mais plutôt des gens qui sont dans l'activisme religieux, mais par le bas, la société civile, etc., qui sont arrêtés au début des années 2000. Et puis, ça va prendre une importance plus grande, cette politique anti-islamiste des Émirats, avec la montée en puissance de Mohammed Ben Zayed, donc ce prince héritier d'Abu Dhabi dont Fathia a parlé, qui lui, pour des raisons personnelles, visiblement aussi a une sorte de haine des islamistes. Alors certains disent, il a, d'une certaine manière, tous ses précepteurs, quand il était petit, il a grandi avec des précepteurs islamistes, et il nourrit à leur égard une haine qui est même pas seulement politique, mais qui est presque personnelle. Et puis, il y a aussi une troisième raison, je crois qu'il faut prendre en compte avec les Émirats, c'est que les Émirats, d'abord, sont une fédération faite de 7 Émirats, avec des vraies disparités entre les Émirats. Hein. Il y a Abu Dhabi et Dubaï, c'est là où se concentre la richesse. Et puis, vous avez les Émirats du Nord, qui historiquement étaient beaucoup plus pauvres. Quand vous allez vers Ras Al Khaimah, qui est l'émirat le plus au nord, en fait, vous voyez quelque chose qui ne ressemble pas du tout aux Émirats Arabes Unis, qui ressemble plutôt à c'est pas le Yémen non plus, hein, c'est pas un endroit de grande pauvreté comme le peut être le Yémen, mais on voit une vraie différence entre l'opulence d'Abu Dhabi et de Dubaï, et puis le côté beaucoup plus rustique, par exemple, de Ras Al Khaimah. Et ce sont dans ces Émirats du Nord que, précisément, les islamistes étaient les plus forts. Donc, la peur panique que vont avoir les Émiriens, c'est de se dire, d'une certaine manière, nous aussi, on a un ferment pour la contestation aux Émirats. On a des disparités régionales, on a des lieux de richesse qui s'opposent à des lieux qui sont plus pauvres, on a une population qui fait quand même 1 million d'habitants, c'est pas complètement rien. Et donc, il y a un ferment de mobilisation chez nous. Donc il faut mettre fin à cette influence de l'islam politique. Et donc les Émirats, à partir des années 2000, vont mener une politique extrêmement hostile à l'égard de l'islam politique, à l'égard des frères musulmans. Ce qui explique que quand commencent les printemps arabes, les Émirats savent d'emblée ce qu'ils ne veulent pas. Alors, ils ne veulent pas la révolution, parce que monarchie conservatrice, donc de toute façon, ils n'aiment pas beaucoup tout ce qui est révolutionnaire. Mais précisément, les Émirats se méfient dès 2011 des frères musulmans. Et on va les voir partout agir dès 2011 pour essayer d'amener le pion aux frères musulmans. À tel point qu'en fait, dans les années à venir, les Émirats, depuis 2011, deviennent un peu une puissance hyper interventionniste. Ce qui est très curieux quand on parle de l'après-2011, c'est qu'il y a une sorte d'obsession, le Qatar, l'Arabie Saoudite, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils veulent. En fait, le pays probablement le plus interventionniste depuis 2011, ce sont les Émirats Arabes Unis qui passent systématiquement sous les radars. Les interventions des Émirats, elles ont toujours pour but de faire pièce à l'influence de l'islam politique. On va les trouver aujourd'hui agissant en Libye, où ils sont le principal soutien du général Haftar, ce général dans l'est de la Libye qui se prend pour une sorte de Sisi libyen et qui donc fait la guerre contre le camp de Tripoli. Donc le général Haftar est basé à Benghazi et fait la guerre contre le camp de Tripoli où précisément sont regroupées les forces de l'islam politique. Il le fait essentiellement avec des soutiens émiriens et les Émiriens sont d'ailleurs allés bombarder plusieurs fois en Libye. Donc leur interventionnisme il est aussi militaire, en soutien au général Haftar. On va retrouver les Émiriens sur beaucoup d'autres dossiers, on va les trouver en Tunisie. Tiens. Tunisie, la principale soutien étranger de Nida Tounes, qui était ce grand parti politique qui s'est constitué contre Ennahda, ce sont les Émiriens. D'ailleurs, vous avez vu les tensions récentes avec les Émirats qui ont voulu interdire aux Tunisiennes d'entrer aux Émirats, etc. Et comment donc les Tunisiens ont réagi avec des pressions diplomatiques extrêmement fortes sur les Émiriens. Mais c'est aussi parce que le sujet des Émirats est devenu un sujet de politique intérieure en Tunisie. On parle beaucoup de ça, parce que précisément... alors, les autres vont dire, effectivement, le Qatar soutenait Ennahda, les Émirats soutenaient Nida Tounes, on en revient à cette rivalité. Mais c'est vrai qu'on allait trouver leur influence jusqu'en Tunisie, aux Émirats. Et puis, certains vous disent... Les Turcs, par exemple, sont persuadés que la tentative de coup d'État contre Erdogan, les Émirats sont derrière. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, c'est ce qu'on lit dans les médias turcs, effectivement, que les Émirats ont été... à mon avis, c'est parfaitement indémontrable, mais en tout cas, ça vous montre le climat dans la région. Hein. Pour les Turcs, c'est forcément les Émirats qui sont derrière la tentative de coup d'État. Et puis, on va les retrouver sur d'autres dossiers, les Émirats. En Syrie, tiens, les Émirats soutiennent une partie de l'opposition, mais justement, les Émirats vont soutenir systématiquement des forces non islamistes et le plus anti-islamistes possible.
Donc les seuls groupes qui étaient soutenus officiellement par les Émirats, c'était les anti-islamistes. Donc on va retrouver les Émirats un peu partout. D'une certaine manière, aujourd'hui, les Émirats sont le seul pays, effectivement, qui a une stratégie régionale extrêmement cohérente, d'une certaine manière, qui est une stratégie de rétablissement d'un ordre politique autoritaire à l'ancienne, qui diabolise systématiquement toutes les expressions de l'islam politique. On va les trouver actifs dans la Corne de l'Afrique aujourd'hui, les Émirats. C'est pas mon sujet, mais c'est tout à fait fascinant de voir les Émirats qui sont présents au Somaliland, à Djibouti, au sud Yémen, en Érythrée. Enfin, c'est tout à fait fascinant. On a l'impression que les Émiriens sont même en train d'essayer de reconstituer ce qu'était l'Empire romanais du XVIIIe siècle, quoi, quasiment. On a quelque chose de tout à fait fascinant avec les Émirats. Alors, je vais donc parler de l'autre pays qui est justement l'antithèse des Émirats, c'est le Qatar. Le Qatar, c'est l'antithèse. Ce qui est marrant, parce que précisément, ce sont deux frères, les Émirats et le Qatar. Ils sont un peu pareils, hein, ils se ressemblent énormément. Mais ils vont faire des choix complètement opposés. Le Qatar, qui lui aussi avait reçu les frères musulmans depuis les années 60, comme les Émirats, comme l'Arabie Saoudite, le Qatar, lui, va, à partir du milieu des années 90, considérer que les frères musulmans et les islamistes ne sont pas une menace pour lui. La principale raison, c'est que le Qatar, pour le coup, a une toute petite société. C'est-à-dire qu'il y a 200 000 habitants au Qatar. J'ai envie de dire, tout le monde se connaît. Il y a 200 000 nationaux, enfin 200 000 nationaux, absolument. 1 million de nationaux aux Émirats. Alors effectivement, si on ajoute tous les expats, c'est beaucoup plus grand. Mais il y a beaucoup moins de disparités au Qatar. Le Qatar, c'est un peu un État en suspens par rapport à sa société. Il n'y a pas de société qatari et voilà. Et d'une certaine manière, une société toute petite où tout le monde se connaît. Enfin, on n'imaginerait pas une révolution au Qatar. Donc les Qataris, eux, ne voient pas du tout les frères musulmans comme une menace en interne. Et au contraire, ils y voient une opportunité. Parce qu'à partir de 1996, le Qatar commence à se lancer dans cette politique étrangère proactive qui donc a vocation à faire du Qatar le pays qui se projette dans la région, qui se veut le grand médiateur de toutes les crises, qui soutient les acteurs des différentes oppositions au régime de la région à travers la chaîne Al Jazeera, etc., etc. Toute cette stratégie du Qatar dont vous avez entendu parler, qui est une stratégie d'image. Et eh bien, le Qatar va s'appuyer sur les frères musulmans, à la fois sur leur réseau, mais aussi en les faisant intervenir, en faisant une sorte de relais, si vous voulez, de l'influence du Qatar. Et en particulier, donc, il y a ce personnage qui est le cheikh Youssef Al-Qaradawi, qui est au Qatar depuis les années 60, qui est quelqu'un qui entretient une relation extrêmement forte avec le régime, et qui va devenir un peu la tête de pont de cette offensive médiatico-diplomatique qatari. Là encore, les Qataris sentant que, pour eux, l'islam politique n'est pas une question de politique intérieure. C'est plutôt un atout stratégique et diplomatique. Et donc, après 2011, le Qatar fait strictement l'inverse de ce que font les Émirats arabes unis. Le Qatar soutient les révolutions d'abord, mais partout va soutenir les frères musulmans. Et ça va être le cas donc en Égypte, en Syrie, où là ce sont plutôt les factions de l'islam politique qui vont recevoir l'argent des Qataris, donc c'est strictement l'inverse de ce que font les Émiriens, etc., etc. Et le Qatar va continuer sur cette politique jusqu'à aujourd'hui en vérité. Le Qatar, jusqu'à présent, continue d'être un peu le dernier soutien avec la Turquie, avec laquelle il s'est rapproché par la suite, précisément parce qu'ils avaient les mêmes amis de l'islam politique. Alors je veux dire juste un tout petit mot pour terminer sur l'Arabie Saoudite, qui est précisément prise entre ces deux pôles. L'Arabie Saoudite, depuis le début, elle est prise entre ces deux pôles. C'est elle qui a été le lieu de la contestation dans les années 90. Elle en a gardé une méfiance profonde pour les islamistes. Donc, il faut arrêter avec l'Arabie Saoudite soutient les islamistes, parce que tout ça, à moins qu'on définisse le terme islamiste de manière très très large et qu'on y inclue le clergé officiel, mais depuis les années 90, c'est plutôt une rivalité qui va se mettre en place. Les Saoudiens ont fait les frais, d'une certaine manière, de la contestation islamiste. Et donc, ils ont une très grande méfiance pour les acteurs de l'islam politique. Mais à la différence des deux autres, les Saoudiens, ils ont une grosse société. Ils ont 20 millions d'habitants, un peu plus de 20 millions. Ils ont une société qui est complexe, qui est diverse, où l'islam politique est extrêmement fort, où les plus grandes personnalités publiques saoudiennes, ceux qui ont les comptes Twitter avec 15 millions de followers, ce sont des gens qui sont issus de l'islam politique. Et donc, les Saoudiens, ils vont en permanence être pris entre, d'un côté, leur méfiance intestine par rapport à l'islam politique, et de l'autre, la nécessité de faire des accommodements raisonnables avec des forces qui, en interne, pèsent extrêmement lourd. Et ça va expliquer que l'Arabie Saoudite va adopter une politique qui est beaucoup plus ambiguë. En 2011, l'Arabie Saoudite ne prend pas une position radicalement émirienne.
C'est-à-dire qu'en 2011, les Saoudiens attendent de voir ce qu'ils vont pouvoir faire avec les islamistes. Ils voient les forces de l'islam politique dans la région, ils s'en méfient, ils attendent de voir. Ils sont quand même le premier pays qui reçoit Morsi en visite officielle après son élection en Égypte à l'été 2012, parce que justement, ils essayent de voir si on peut s'entendre. Et puis en fait, très vite, la présidence Morsi va vraiment être le moment où l'Arabie saoudite bascule. Parce que, et c'est là que ça devient intéressant, les Saoudiens voient dans Morsi, en fait, la conjonction de toutes leurs peurs. Parce que ce qui va vraiment les embêter chez Morsi, d'abord, effectivement, il est islamiste, donc on s'en méfie. Et puis, si si l'islam politique devait marcher en Égypte, ça deviendrait un modèle pour la région. Et donc, à terme, nos propres islamistes en sortiraient revigorés. C'est ce que se disent les Saoudiens. D'autant que les islamistes saoudiens ont essayé d'importer le printemps arabe en Arabie saoudite. Il y a eu une contestation, des pétitions, en particulier sur le thème de la monarchie constitutionnelle, qui était le grand thème de 2011, où des figures plutôt de la branche démocrate de l'islam politique vont demander par des pétitions, par des mobilisations, une constitutionnalisation du royaume d'Arabie saoudite. Donc les Saoudiens se méfient, mais ce qui va vraiment faire basculer, c'est que Morsi commence à se rapprocher de l'Iran. Il va à Téhéran, il fait un grand discours à Téhéran, puis Ahmadinejad est invité en visite officielle au Caire, et là, pour les Saoudiens, c'est pas possible. C'est-à-dire que là, il a franchi une ligne rouge. L'Égypte, pour les Saoudiens, c'est leur profondeur stratégique par rapport à l'Iran. Le fantasme des Saoudiens, c'est de se dire, notre ennemi, c'est l'Iran, mais l'Iran est beaucoup plus peuplé que nous. Nous, on a le capital économique, l'Égypte a le capital humain, c'est notre profondeur stratégique face à l'Iran. Et donc, les Saoudiens considèrent qu'il y a une sorte de complémentarité naturelle entre l'Égypte et l'Arabie saoudite, d'autant plus face à l'ennemi iranien. Donc, si l'Égypte devait tomber dans l'escarcelle de l'Iran avec un Morsi qui finalement s'éloignerait des Saoudiens et se rapprocherait des Iraniens, pour les Saoudiens, c'est la catastrophe absolue. Et donc, ça explique que les Saoudiens vont être, dans les 6 derniers mois de Morsi, les plus vent debout contre le mandat de Morsi. Ce sont eux qui, avec les Émiriens, vont soutenir de l'étranger la prise de pouvoir de Sisi, mais ça se décide des mois en amont. C'est pas une absolue coïncidence que Sisi ait été attaché militaire à l'ambassade d'Égypte en Arabie saoudite à la fin des années 2000. C'est un homme qui connaît bien les Saoudiens. Et donc, d'une certaine manière, l'arrivée au pouvoir de Sisi, alors elle répond à plein de dynamiques, y compris internes en Égypte. Elle n'est pas simplement une opération saoudo-émirienne, mais elle se fait avec le soutien et avec la bénédiction des saoudo-émiriens. Et à partir de là, on va avoir une Arabie saoudite qui devient beaucoup plus radicalement anti-islamiste. Je vais terminer ici. Le dernier épisode, c'est vraiment avec l'arrivée de Mohammed Ben Salman et au pouvoir en Arabie saoudite, enfin en tout cas quasi-pouvoir à partir de 2015, et le rapprochement, le duo d'enfer qui va commencer à mener avec Mohammed Ben Zayed des Émirats. Parce que là, d'une certaine manière, on a un axe saoudo-émirien qui se constitue à partir de 2015, qui est un axe où, d'une certaine manière, les uns et les autres, les Émiriens ont emprunté le discours saoudien et les Saoudiens ont emprunté le discours émirien. Ce que je veux dire par là, c'est que pour les Émirats, historiquement, l'ennemi numéro 1, c'est l'islam politique, l'ennemi numéro 2, c'est l'Iran. Pour les Saoudiens, historiquement, l'ennemi numéro 1, c'est l'Iran, l'ennemi numéro 2, c'est l'islam politique. Et donc, l'accord saoudo-émirien, c'est de dire ton ennemi numéro 1 devient mon ennemi numéro 1, et réciproquement. Donc, du coup, je t'accompagne dans ton aventure au Yémen, parce que l'aventure au Yémen est une aventure saoudienne, où les Émiriens accompagnent les Saoudiens, mais on se rend bien compte que le Yémen n'est pas un sujet brûlant pour les Émiriens autant qu'il l'est pour les Saoudiens. C'est une affaire saoudienne, le Yémen. Mais les Émirats acceptent de les accompagner pour sceller l'alliance, et en retour, les Saoudiens accompagnent les Émirats dans l'affaire qatari. Parce que ça, c'est une affaire émirienne, le boycott du Qatar. Et donc, d'une certaine manière, on voit comment les uns et les autres s'alignent sur les préférences du voisin, parce que les uns et les autres considèrent que ce duo, cet axe Riyad-Abu Dhabi doit être préservé à tout prix. Je m'arrête là, merci. Merci Stéphane. Dans le temps imparti, j'ai une question que j'avais envie de poser à Stéphane, mais je vais d'abord laisser la parole à la salle s'il y a des questions. Voilà, alors les questions, on va les regrouper par 2 ou 3. Alors, je ne sais pas s'il y a un micro-baladeur. Voilà, alors, voilà. Madame, au fond à droite.
Et puis on va prendre 2 ou 3 personnes, poser des questions, une question par personne s'il vous plaît, et rapidement. Oui, moi j'ai juste une question. Alors ça peut paraître outrancier, mais je m'interroge sur la notion d'islam politique. Pourquoi vous parlez d'islam politique? Pourquoi on ne parlerait pas, quand il y a par exemple ici en France des mouvements religieux qui s'appuyaient sur la religion comme sens commun pour influer sur les résultats des élections, on ne parle pas de christianisme politique. Pourquoi parlerait-on d'islam politique? Pour moi, c'est une déformation de l'Occident, c'est une intellectualisation d'une barbarie, c'est donner une légitimité à une barbarie qui se développe et qui est utilisée effectivement par certains mouvements dans le monde musulman. Merci madame. Voilà. Question suivante, monsieur là, du côté. Bonjour messieurs, dames. J'ai juste une question. J'ai remarqué que vous n'avez pas évoqué le cas du sultanat d'Oman. Donc j'aurais juste savoir, vu qu'en fait, effectivement, on n'entend pas beaucoup parler, juste vraiment un bref topo sur qui est le pouvoir régnant, la composition confessionnelle un peu de la population du sultanat d'Oman. Juste un bref topo sur ce pays qui est très peu évoqué dans les médias français. Merci. Une troisième question. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'abord pour ces exposés remarquables. Je voulais juste poser la question, alors en bonne foi, sur le Yémen. Vous avez abordé un tout petit peu donc la question des derniers jours d'évolution dans le sud et des velléités ou des mouvements séparatistes, et à la fois donc nous en dire quelques mots et nous dire en quoi ça peut jouer sur justement les positions relatives de l'Arabie Saoudite et des Émirats. Merci. Bien, je vais m'arrêter à un bloc de 3 questions. On va essayer de répondre rapidement à ces questions et puis on donnera à nouveau la parole à la salle. Bon, alors, la première question, islam politique contre christianisme politique. Bon, nous parlons de la région, nous ne parlons pas de la France dans les questions débat internes, mais néanmoins, je vais laisser Stéphane répondre brièvement. La question, c'est que, un phénomène qui existe, il faut bien le nommer. C'est-à-dire que on peut débattre de comment il faut les nommer, mais il y a un moment où, si on s'interdit de nommer les gens qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est pas la question, mais quand on fait de la sociologie, quand on essaye d'analyser une réalité, on commence par la nommer. Si on devait s'interdire d'analyser des gens avec lesquels on n'est pas forcément d'accord, on n'analyserait plus grand-chose. Donc il y a un moment où il y a une catégorie d'acteurs qui existent, sont des gens qui en arabe se disent al-islamiyoun ou al-haraka al-islamiyya, okay. On va leur donner un nom. On a trouvé ce nom islam politique. Il est peut-être pas extraordinaire. Moi, c'est pas forcément la meilleure manière. On va dire islamisme, islam politique. Eux, en arabe, ils se disent le mouvement islamique. Voilà. Donc, on pourrait les appeler le mouvement islamique pour reprendre leur nom. Mais je suis sûr que vous trouviez aussi que ce nom ne leur sied pas. Donc, l'idée, c'est que, il faut bien les nommer, quoi. Moi, si vous voulez, je veux bien les appeler X, Y ou Z. Islamistes. Nommez-les islamistes. Mais cela ne veut pas dire que c'est de l'islam politique. Voilà, c'est une politique qui veut dominer au nom de la barbarie. Merci madame. Écoutez, alors voilà, bon ça c'est le genre de... Voilà. Nous avons compris votre position, merci. Mais voilà. Alors, la sultanat d'Oman, je passe la question à Fathia. Oui, alors sur le sultanat d'Oman, sans vouloir focaliser l'attention sur ce que j'ai écrit, c'est vrai que j'ai publié une note de recherche qui est sur un site public, l'IRSEM, sur l'Oman de l'après-sultan Qaboos, et qui fait quand même un bon topo des enjeux et de ce qu'est le sultanat d'Oman. Alors le sultanat d'Oman, effectivement, c'est un pays très singulier au sein de la péninsule arabique, qui se manifeste par ses positions extrêmement médianes, pacifiques, de non-ingérence, qui nous fait tellement de bien aujourd'hui, et qui malheureusement aujourd'hui est sous très très haut stress à cause justement notamment de cet axe saoudo-émirien, et en particulier par le zèle manifesté par le prince héritier d'Abu Dhabi pour, via le Yémen du Sud, essayer de se rapprocher des frontières d'Oman. Et ça, c'est quelque chose que j'ai ressenti lorsque j'étais en mars 2017, d'extrêmement préoccupant pour le sultanat d'Oman, qui en plus de ça est caractérisé par un sultan qui est malade, quasi en fin de vie, et qui aurait
par contre préparer la succession. Mais pour en revenir à votre question, effectivement, le sultanat d'Oman se distingue aussi par le fait que la religion dominante, c'est cette religion syncrétique ibadite. Hein. Eux, très officiellement, ils disent qu'ils sont 70%. Bon, officieusement, c'est beaucoup moins. Oui, l'ibadisme, comme je vous disais, c'est cette religion syncrétique qui est issue du mouvement kharijite, ceux qui sont sortis du chiisme, et qui fait un petit peu la synthèse. Et c'est vrai que le sultan d'Oman a réussi, parce que l'histoire du sultanat d'Oman, vous savez, c'était l'Oman intérieur et l'Oman des côtes. Et l'Oman intérieur, si vous voulez, est ibadite. Et la partie qui est frontalière du Yémen est sunnite. Et c'est pourquoi c'est cette fameuse région du Dhofar, hein, où il y a eu une guerre pendant une dizaine d'années. Alors pas du tout dirigée par des mouvements islamistes, mais par un mouvement révolutionnaire communiste dans la région, parce qu'à l'époque, dans les années 60-70, ces influences étaient fortes. Le sultan Qaboos qui a entre guillemets, quand même défait son père, hein, puisque à l'époque, dans les années 70, c'était un État médiéval. Le sultan Qaboos est quasi considéré comme un semi-dieu dans son pays. Hein, vraiment, c'est celui qui a réussi le développement, à unifier et à pacifier ce pays. Donc c'est vraiment la figure dominante, à tel point qu'on se pose beaucoup de questions sur le successeur. C'est-à-dire, l'après-sultan, est-ce qu'il sera dominé malheureusement par une figure qui est quasi inconnue. Alors, on connaît à peu près les 3 noms. C'est un des 3 neveux. Apparemment, ce serait Assad, qui serait le plus en vue pour la succession, même si le Oman s'interdit quand même d'avancer le nom du successeur à cause de ses valeurs ibadites, hein, où c'est une élection, si vous voulez, qui doit permettre... mais au vu des influences saoudo-émiriennes où ils souhaiteraient avoir leur mot à dire sur le nom du successeur, apparemment cela serait arrêté. Donc aujourd'hui, si vous voulez, Oman, c'est un peu, entre guillemets, le dernier des Mohicans avec le Koweït, où ils veulent absolument essayer de faire primer cette médiation et ce côté arrangement qu'il y avait par le passé au sein du CCG. Malheureusement, cette tendance est mise à mal aujourd'hui par l'axe dur saoudo-émirien. Voilà, merci. Voilà, merci. Laurent, brièvement sur les événements d'Aden et la prise de cette ville par les séparatistes sudistes. Effectivement, il y a depuis une bonne semaine là maintenant une forme de refragmentation ou du front qu'on considère comme étant le front opposé aux Houthis, avec un projet qui semble se dessiner, qui serait le projet émirati de soutien à une sécession du Sud, et donc un retour à l'ancien système des 2 Yémen, avec le Yémen du Sud qui serait dirigé par un mouvement anti-islam politique, mais néanmoins marqué aussi par une forme de conservatisme et des influences salafis. Il faut savoir que le numéro 2 du mouvement de transition est un clerc qui a étudié dans les principaux instituts salafis et au Yémen et en Arabie Saoudite. Donc il n'y a pas une rupture évidente, c'est-à-dire qu'ils ne soutiennent pas des libéraux ou bien des mouvements de gauche. Et puis, en même temps, face à cette velléité, ce projet émirati, eh bien des interrogations sur ce qu'en pensent réellement les Saoudiens. Alors il y a beaucoup de conjectures. On a eu tendance à considérer que les Saoudiens étaient d'une certaine manière favorables à un maintien de l'unité à travers le président de la transition, et en même temps aujourd'hui on n'en est plus tellement sûr. C'est-à-dire que il pourrait y avoir eu une forme de rapprochement aussi avec les Saoudiens, avec les Émiriens, sur l'idée que la solution au Yémen, ça serait une partition. Mais ça, c'est seulement une forme de conjecture, tout simplement parce qu'on n'est pas dans la tête des dirigeants. Mais ce qu'on peut savoir malgré tout, c'est que il y a une forme d'impréparation. On voit qu'il y a des vrais tâtonnements de ces politiques-là, et que ces hésitations-là ont toutes les chances d'être extrêmement coûteuses pour les Yéménites, je l'ai dit, mais aussi à l'échelle de la région.
Merci. Je vais prendre encore 3 autres questions brèves, s'il vous plaît. Madame. Merci. C'était très intéressant. Je connais la région un peu. Ce que je voudrais poser comme question, c'est qu'en fait, on dirait que quelle place de la géostratégie de la région, ce qui se passe en Syrie, État islamique, appui des différents partis, Arabie Saoudite ou Qatar, etc., pour l'État islamique, le rôle de Qaradawi dans cela. Et je voudrais poser la deuxième question. Est-ce que vous ne voyez pas, comme certaines analystes le disent, qu'il y a quand même un axe, entre guillemets, axe de la résistance, qui, avec Houthi, Hassan Nasrallah, l'Iran, etc., dessine l'ensemble de ces conflits comme un faux conflit fitna entre Shia et Sunna. Et en troisième position, comment expliquer, ou bien quel rôle d'Israël qui maintenant on trouve des armes d'Israël chez les Houthis, et j'ai connu les Houthis, j'ai travaillé à Saada, c'est-à-dire je travaillais un peu dans cette région. Donc, quel rôle de tout ça dans la géostratégie? Une troisième question, brève de préférence. Merci. Je pense que dans vos interventions, vous parlez des pays comme ayant une logique. Quand on parle d'un pays, il y a une logique nationale. Alors que là, à travers ce que vous dites, en permanence, on sent tout sauf une logique nationale. D'accord ? Donc, pour cause, c'est plutôt des tribus avec des logiques tribales, etc. Donc, je pense que c'est important qu'on... et ces logiques tribales dans ces petits pays ayant beaucoup d'argent fait que même des pays qui ont une logique nationale peuvent être complètement ébranlés par ça, notamment, par exemple, l'Égypte ou d'autres pays, en fait. Donc, je pense que là, c'était pas assez... c'est bien explicité. Merci. Que ça ne s'agit pas vraiment des pays. Merci. On va commencer par votre question, et peut-être Laurent. Logique nationale versus logique tribale. Non, mais je vais tenter de répondre un petit peu aux deux questions, tout simplement par rapport à la géostratégie. Moi, je pense que les politiques étrangères, elles sont déterminées par d'autres choses qu'une grande vision et qu'un grand objectif. Et c'est bien, d'une certaine manière, ce qui pose problème aujourd'hui et ce qui explique le fait que, eh bien, il y a absolument pas de cohérence. Ou bien c'est une fausse cohérence parce qu'elle est à chaque fois contredite par d'autres types de dynamiques. Et ce qui fait que si on veut comprendre les stratégies qui sont menées, il faut s'intéresser avant tout aux questions, non pas un grand dessein national, non pas une logique qui serait fixée autour d'intérêts, mais plus y compris des relations, comme le disait Stéphane, des relations interpersonnelles, des questions de haine qui sont parfois totalement irrationnelles, qui font que c'est ça qui va d'une certaine manière imprimer la logique qu'on va qualifier ensuite de politique étrangère. Mais dans le même temps, le pouvoir, il est jamais détenu par une personne. Il y a toujours des filtres qui arrivent, que ce soit des médias, soit des ONG, soit des groupes rivaux dans une famille royale, soit des commerçants. Et donc d'essayer de lire cette situation à travers des intérêts géostratégiques ou de dire aujourd'hui, ah bah tiens, il y a Israël qui intervient parce que ça plaît de souffler sur les braises en intervenant en mettant le bazar et en armant les outils. Moi, sincèrement, j'y crois pas parce que je pense qu'il y a réellement un certain nombre de grilles de lecture qui sont des grilles de lecture idéologiques, des principes qui, d'une certaine manière, contredisent ces approches-là. Merci. Sur les questions que soulevait Madame sur les Hezbollah, Iran, nature du conflit et autres, Stéphane.
Enfin bref, est-ce que on est en conflit sunnite-chiite ou en conflit strictement profane? Le conflit est au départ strictement profane. Le conflit n'est pas religieux au départ. Après, c'est vrai qu'il a pris une tonalité religieuse parce que les différents acteurs ont fait appel aux religieux pour le justifier. Mais c'est vrai qu'au départ, ça a été dit par Fatia, quoi. Le vrai problème des Saoudiens en 79 avec l'Iran, c'est que c'est une révolution, 2, c'est une république. Et 3, la République, c'est donc le pouvoir au peuple, ça va contre tout leur modèle, et puis ça se réclame de l'islam, donc comme eux. Donc le vrai problème, puis Khomeini veut exporter sa révolution au monde entier. C'est parti le modèle révolutionnaire khoméiniste, il est présenté comme étant un modèle pour tous. Et la propagande khoméiniste, elle n'est pas seulement vers les chiites, elle est vers les sunnites aussi au départ. Et il y a d'ailleurs des cas de mouvements sunnites, qui ne sont pas très nombreux, mais qui se sont inspirés de Khomeini et qui sont nés après la révolution iranienne. Donc d'emblée, la grille de lecture n'est pas une grille de lecture sunnite-chiite. En tout cas, alors après, quand on regarde les textes, effectivement, il y a beaucoup de chiisme dans les textes de Khomeini, mais Khomeini va en permanence essayer de mettre ça de côté et de présenter son modèle comme étant un modèle de révolution islamique, de république islamique pour tous les musulmans. Donc les Saoudiens se sentent directement visés. Effectivement, la religion va devenir l'atout que les uns et les autres vont utiliser. Pourquoi ? Parce que les Saoudiens, pour se protéger et pour protéger, entre guillemets, le monde sunnite, je dis protéger avec des guillemets, de l'influence iranienne, ils vont exporter avec d'autant plus d'enthousiasme le salafisme dans sa version anti-chiite, pour en gros dire aux sunnites, les chiites sont des hérétiques, donc la rhétorique iranienne, vous êtes immunisés, c'est un peu le vaccin, si vous voulez, le vaccin contre l'influence iranienne, ça va devenir l'antichisme tel qu'il se manifeste dans le salafisme, et donc ça va soutenir les efforts de l'Arabie Saoudite pour exporter sa doctrine dans tous les pays où il y a conflit avec l'Iran, en fait, hein. Le Pakistan, etc., c'est des pays où précisément il y a conflit entre l'influence saoudienne et l'influence iranienne, c'est les pays vers lesquels on va exporter cette rhétorique anti-chiite pour faire pièce à l'influence iranienne. Et puis les Iraniens vont s'appuyer de plus en plus sur les réseaux chiites dans la région, parce qu'assez rapidement, effectivement, leur impact, leur influence dans le monde sunnite va être finalement plus limitée probablement qu'ils ne l'auraient voulu. Et donc les uns et les autres vont se retrouver, les uns avec un monde sunnite vers lequel on s'adresse en parlant la langue de l'antichisme, les autres, on s'adresse au monde chiite et on y construit des mouvements, c'est ce que vont faire les Iraniens, que ce soit le Hezbollah ou l'Assemblée suprême de la révolution islamique en Irak, etc. Un nombre de mouvements qui sont liés. Et donc petit à petit, effectivement, la rhétorique va dériver vers une rhétorique religieuse. Même si, pour moi, jusqu'à aujourd'hui, je pense que c'est pas la vraie question. Enfin, ça n'est toujours pas la vraie question. L'État islamique, j'aimerais bien le rôle pour l'État islamique, ça c'est important. Non, l'État islamique, alors bon, il y a d'abord une chose à dire sur l'État islamique, il faut toujours rappeler, parce qu'il y a plein de fantasmes, la grande invention de l'État islamique, c'est d'avoir construit une structure autogérée. Ce que je veux dire par là, c'est que l'État islamique, il a pris au sérieux le fait de s'appeler État. C'est-à-dire qu'en fait, l'essentiel de ses ressources provenait de l'extorsion, ce que lui appelait taxation, puisqu'il se disait un État. Et ce qu'un État appelle... l'extorsion, quand un État la paye, il appelle ça taxation. Donc du coup, ça lui permettait effectivement de lever sur une population d'un territoire grand comme la Grande-Bretagne, à peu près, des impôts, et donc de s'alimenter en des ressources produites par son territoire. À quoi on ajoute le commerce, en particulier de contrebande et d'antiquité, ce qui fait que les travaux sérieux vous montrent que plus de 95% des ressources de l'État islamique étaient générées en interne. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui pouvait lui parvenir de l'extérieur était très minoritaire. Et ce qui pouvait lui parvenir de l'extérieur était effectivement des financements qui pouvaient venir d'individus dans le Golfe, par des réseaux individuels, que ce soit des réseaux d'individus saoudiens, d'individus qataris et autres, Koweït aussi, les Koweïtiens, ces individus koweïtiens ont joué un grand rôle. Contre l'avis des gouvernements, d'ailleurs, parce que les gouvernements n'avaient aucun intérêt à soutenir l'État islamique dès lors que l'État islamique faisait des vidéos à longueur de journée en leur prédisant une fin prochaine. Donc les politiques du Golfe ne sont pas fous, ils ne vont pas soutenir un mouvement qui joue contre eux. Mais c'est vrai que ces financements sont passés très largement et il y a eu des financements qui sont venus du Golfe. Mais là encore, ce n'était pas la vraie question. La vraie question, ce qui a permis cette résilience à l'État islamique, c'est qu'à la différence d'Al-Qaïda, il a construit un modèle territorialisé qui lui permet donc d'extraire les ressources de son territoire.
et donc de ne pas être dépendant précisément d'un soutien étranger. C'est pour ça qu'il y a tout un fantasme sur qui est derrière, machin, etc. En fait, non, c'est précisément dans ce cas-là, ça ne marche pas. Al-Qaïda, c'est plus compliqué. Si vous regardez Jabhat al-Nusra, qui était la branche d'Al-Qaïda en Syrie, là, vous avez un groupe qui s'est beaucoup plus appuyé sur le financement étranger. Et là, on peut regarder qui finançait Jabhat al-Nusra, et on va trouver de l'argent qui vient du Qatar par des intermédiaires, on va trouver des choses comme ça, de temps en temps. Et puis de Turquie aussi, les choses ont pu passer. Mais les Daesh était beaucoup plus particulier sur cette question-là. Merci Stéphane, merci Laurent, merci Fathia. Nous allons respecter l'horaire et terminer cette table ronde en espérant qu'elle a répondu à certaines de vos questions.